la suite des festivités, on l'a dit, on est bien réveillé maintenant qu'on a commencé à chauffer la voix, qu'on a, grâce à Christelle, chauffé les jambes également. On va rentrer sur un autre sujet. Les années qui nous précèdent, et plus particulièrement les mois qui viennent de se terminer, nous ont montré un intérêt croissant pour les activités de pleine nature, une fréquentation en tout cas croissante à coup sûr des espaces naturels et par voie de conséquence un certain nombre d'impacts sur les espaces, un certain nombre d'impacts sur les pratiques. Randonnée seule aux abords de Grenoble est devenue une vraie mission, à moins de randonner en plein milieu de la nuit, et on y croise encore du monde. Et donc aujourd'hui, on souhaitait s'interroger avec 4 professionnels des activités de pleine nature sur la promotion des activités de pleine nature. Est-ce qu'il faut continuer à emmener les gens dehors? Est-ce qu'il faut continuer à promouvoir les activités de pleine nature? Et pour cela, je voudrais qu'on accueille sur scène Fabienne Bernard, Jean-François Jaubert, Roland Dutel, Julien Rebuffet, sous vos applaudissements bien sûr. Allez-y, asseyez-vous. Je n'ai toujours pas fait de plan de table. Un, 2, 3 et 4. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai plein de questions pour eux. Je vais démarrer parce que c'est la première qui est toujours la plus dure. Mais aujourd'hui, on est là pour que vous posiez des questions, pour que ces questions soient débattues. Il n'y a pas de tabou. L'objectif, c'est de voir chacun avec sa perception, son expérience de ces activités de pleine nature. Aujourd'hui, comment concilier leur développement avec la préservation des espaces, parce qu'il ne faut pas oublier que contrairement au développement du football, au développement de la natation, on n'est pas dans des milieux clos, on est dans des milieux vivants où chaque développement d'activité induit des impacts, induit aussi des impacts sur les autres pratiquants, puisque ces activités de pleine nature sont quand même des activités relativement libertaires, où on cherche à s'extirper un petit peu de la masse, et comme je le disais, il devient de plus en plus difficile. Alors, je vais simplement présenter très rapidement nos quatre débatteurs. Donc, Fabienne Bernard, vous êtes chef du service site naturel de loisirs à la direction de l'attractivité et promotion du territoire. À Grenoble-Alpes Métropole. Jean-François Jaubert, vous êtes directeur délégué d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Roland Dutel, vous êtes chef de projet loisirs nature à l'Office national des forêts de l'Isère. Et Julien Rebuffet, vous êtes membre fondateur de la Mountain Bikers Foundation. Chacun, vous travaillez de près ou de loin sur ces activités de pleine nature. Je voudrais simplement, pour introduire un petit peu nos propos, que chacun puisse nous dire à son tour un petit peu un constat, en quelques mots, un constat du développement des activités de pleine nature de ces derniers mois. Allez-y, on va commencer par tout au bout. Bonjour à tous. Donc Jean-François Jaubert. Oui, je suis aussi d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, je suis le chef préféré de Delphine, qui était juste avant moi. La pratique, oui, donc il y a alors, des chiffres, en définitif, on les a pas toujours. On observe effectivement un développement des pratiques outdoor, mais c'est valable pour l'ensemble des activités touristiques extérieures. Juste pour peut-être, qu'on est dans un débat, moi je travaille dans le tourisme depuis 1990. S'il y en a un qui dit qu'il n'était pas né en 1990, je pars immédiatement. Tout le monde, c'est ça. Mais en fait, je trouve que c'est... donc j'étais toujours... Moi je suis issu du développement du tourisme et pas de la communication. J'ai toujours été en lien avec le terrain. Et alors on a peiné pendant des années à faire comprendre à des élus que le tourisme était un vecteur de développement économique. Et je trouve que depuis 2-3 ans, le tourisme est montré du doigt en tant que vecteur négatif qui vient déranger les habitants, qui vient avec des gens une sorte de massification, des gens qui viennent faire n'importe quoi, qui ne respectent pas les milieux, surfréquentation, etc. On parle de surtourisme aujourd'hui, d'overtourisme. Et donc il y a une sorte alors, on avait peiné à persuader les élus que c'était un vecteur de développement, et aujourd'hui, en fait, il faut qu'on
persuade qu'on est tous responsables, qu'on n'est pas des vendeurs de soupe et qu'on peut gérer. Donc par rapport à la pratique, à l'extension de la pratique, oui, mais je veux dire, c'est plutôt cette façon de regarder le tourisme de manière un peu négative qui nous interpelle aujourd'hui, sur lesquels on a besoin de réagir rapidement. Merci. Fabienne Bernard, de votre côté? Donc moi, c'est plutôt un constat de gestionnaire, puisque notre service gère les sentiers balisés et puis des espaces qui accueillent du loisir, essentiellement plein air. Donc le sport de nature, c'est pas nouveau, il y en a eu tout le temps. On parle de nouveaux pratiquants, je ne suis pas sûre que ce soit des nouveaux pratiquants, ils pratiquaient peut-être ailleurs, plus loin, mais en tout cas, voilà. Après, nous, on a du mal, peut-être en tant que gestionnaire, à appréhender souvent les attentes de ce public, qui change beaucoup. Beaucoup de maintenant, voilà, en tout cas, nous, on constate, c'est de la consommation, donc avec des attentes derrière, des attentes de propreté, de sécurité, alors qu'on est dans un milieu naturel, alors qu'on dépend totalement de la météo. Ils veulent être en sécurité aussi bien que dans un gymnase, ce qui est impossible. Donc voilà, en tant que gestionnaire, nous, bien sûr, on souhaite qu'il y ait peut-être le plus de monde, mais en tout cas qu'ils profitent de ces espaces, puisqu'on est là pour ça. Mais voilà, comment on anticipe leurs attentes, il y a tout le temps des nouvelles, tous les ans, il y a une nouvelle pratique. On est toujours en retard pour accueillir cette pratique ou l'organiser, entre guillemets. Donc voilà, nous, en tout cas, c'est plutôt un constat. En plus, sur Grenoble, il y a quand même beaucoup de monde qui pratiquent nos sentiers. Voilà, alors que ce soit des locaux ou des touristes, j'ai l'impression qu'on a toujours un petit peu un temps de retard pour les accueillir. Et comment on gère aussi les conflits d'usage. Alors conflit, j'aime pas trop ce mot, parce qu'il n'y a pas tant d'accidents que ça. Sur les pratiques, il n'y en a même quasiment pas. C'est des ressentis, et comment aussi, voilà, on dit aux personnes, en tout cas on communique sur le fait qu'ils ne sont pas tout seuls à pratiquer leur sport. Ils ont l'impression qu'ils sont tout seuls à pratiquer la randonnée, qu'ils sont tout seuls à pratiquer du vélo. Et voilà, ça c'est aussi un problème. Et dernier souci pour des gestionnaires, c'est qu'ils ne veulent pas entendre parler de règlements, de panneaux, ils ne veulent pas être encadrés. Ils sont dans la nature et ils veulent faire un petit peu comme ils veulent, ce qu'ils veulent. Et voilà, et comment du coup on communique et comment on trouve les bons outils pour que toutes ces personnes qui sont toutes légitimes à être dans un milieu naturel puissent cohabiter et profiter et avoir une bonne santé. Merci. Roland Dutel, dans les forêts de l'Isère, comment ça se passe? Alors, dans les forêts de l'Isère, et si je déborde sur d'autres forêts, bien sûr, au niveau national, je rappelle simplement que l'ONF, on gère à peu près un quart des forêts françaises. On est le plus gros gestionnaire d'espaces naturels en France. On accueille bon an, mal an plus d'1 million de visites dans nos forêts. Juste pour rappeler, si je peux me permettre, par rapport aux interventions précédentes sur les bénéfices pour la société des sports de pleine nature, nous on parle aussi d'activités récréatives. Je pense que c'est bien de rappeler le poids économique de ces activités. Il y a une étude qui a été faite en 2018 par le ministère, par exemple, qui dit que le poids économique estimé des activités de pleine nature, des activités récréatives, est bien supérieur au poids économique de la production de bois. Bien supérieur. Quand je dis bien supérieur, c'est pas un tout petit peu plus, c'est pas 2 fois plus, c'est 10 fois plus, c'est 15 fois plus. Voilà, c'est juste pour resituer un peu les enjeux de nos millions de visiteurs qui viennent s'aérer, se ressourcer, faire du sport en forêt. Je ne reviens pas sur un petit peu les tendances liées aux augmentations de fréquentation liées au Covid. Nous, ce qu'on constate en tant que gestionnaire, et puis on partage avec bien sûr les autres gestionnaires, c'est quelque part maintenant une incompréhension des services, de la gestion des forêts. Et plus largement des milieux ruraux par rapport aux visiteurs. On estime qu'il y a une consommation de plus en plus individualisée, ce qui a été dit tout à l'heure, là, et qui fait que les consommateurs, quelque part, d'espace, si je peux utiliser ce terme, ne comprennent pas, n'acceptent pas des usages ancrés
et des usages ruraux, je dirais, ancrés historiquement dans ces espaces, que ce soit en forêt ou bien dans des alpages, voilà, où il y a une activité qui existe depuis toujours. Merci. On va revenir, je pense, sur ces pratiques et cette cohabitation des usages et pas uniquement sportifs, en effet. Julien Rebuffet, de votre côté? Alors, oui, la réponse pour nous, c'est oui, oui, oui. Surtout après la table ronde qu'on vient de suivre sur tous les bénéfices sociétaux des sports de nature et les nombreux enjeux pour le futur. Après, il est sûr aussi qu'il faut, je dirais, avoir des points d'attention, notamment par rapport aux sites de pratique de proximité, où on peut effectivement avoir à certains moments de l'année, sur certains endroits accessibles, des enjeux. Ça, il faut pas le nier. Mais par contre, il faut aussi être capable de prendre de la hauteur. Et si vous allez randonner aujourd'hui, si vous allez par cette belle journée, c'est une journée magnifique, hein, on est enfermé ici, mais je vous jure, ça va être super. Ben, y a personne. Quand je dis il y a personne, ça va très bien, quoi. On va pouvoir se balader sur les sentiers, en forêt, y compris près de Grenoble. Ça va être, au contraire, un moment effectivement privilégié. Ouais. Donc, ce qui est très important, parce qu'il y a effectivement beaucoup de débats et de questionnements, c'est d'arriver à objectiver les choses, parce qu'on est quand même beaucoup dans le ressenti et les perceptions, et c'est normal, et la société est même à tous les niveaux de plus en plus comme ça. Voilà. Et donc, c'est évident que toutes les initiatives, comme hier, il y avait la journée technique avec la présentation de Outdoor Vision. Il y a aussi les études scientifiques qui existent ou qui sont à faire, sont à notre sens, en tout cas, une voie vraiment à suivre pour qu'on ait des débats et je dirais des discussions qui ne soient pas sur des postures, sur des ressentiments, mais bien effectivement, c'est grâce à la connaissance qu'on arrivera à avoir à co-construire finalement à la fois le développement des sports de nature qui est souhaitable pour plein de raisons, santé, économique, et puis tout simplement traverser les espaces naturels en tant qu'homme, c'est aussi une liberté constitutionnelle, donc il faut aussi remettre les choses en perspective. Et donc voilà, on va avoir besoin en tout cas de mettre de la connaissance si on veut pouvoir avoir, prendre des bonnes décisions tous ensemble et co-construire l'avenir en sortant des postures. Alors justement, vous parlez de liberté, vous êtes plusieurs à l'avoir évoqué, cet accès à la nature qui est presque libre et gratuit. Jusqu'à quelle limite pour vous? Jusqu'à quelle limite on peut considérer que ces espaces naturels sont accessibles à tout à chacun et gratuitement? On débat tous, vous avez tous en live. Micro, vous pouvez, En fait, libre, oui, alors ok, ça c'est un principe fondamental, mais en fait on est toujours chez quelqu'un. Donc en fait, le libre accès à la gratuit, on a l'impression que toute la nature appartient à qui? Alors soit on est chez des privés. Si je prends un exemple, moi je suis basé à Clermont-Ferrand, donc si je prends à l'ouest de Clermont, on a la chaîne des puits, les volcans, et le plus emblématique s'appelle le puits de Pariou, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le cratère parfait. Voilà. Et c'est de multitude de propriétaires privés, le site. Donc, donc plein de gens y vont, mais ils ne savent pas qu'ils sont chez les privés. Alors après, on est chez les collectivités, c'est le domaine public de la collectivité, donc là c'est un peu plus ouvert, ou le domaine privé de la collectivité, c'est encore autre chose. Donc en fait, tout ça pour dire que oui, mais il y a un principe de... Il faudrait qu'on arrive je pense peut-être dans la table ronde, à éduquer aussi, peut-être dès le plus jeune âge, de faire en sorte que c'est pas, on n'est pas obligé de... on n'est pas chez nous partout, c'est un peu l'inverse. Voilà. Donc effectivement, nous, on gère les sentiers, mais on n'est pas du tout même propriétaire. Hein. La métropole, ce sont des privés. Enfin, il y a un peu de communes, mais il y a beaucoup de privés. Donc les gens ne le savent pas, hein, du moment que le sentier est balisé. En plus, ils sont balisés, non entretenus. Donc ils pensent que, voilà, ils ne savent même pas qu'il y a un propriétaire, ni d'ailleurs un gestionnaire. Hein, et c'est deux personnes différentes, avec d'autres usagers comme les alpagistes ou les forestiers. Et voilà, après, c'est éduquer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais... le jeune âge, c'est assez facile, hein, via le scolaire, on l'a dit tout à l'heure. Après, les ados, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Hein, je prends en connaissance de cause, voilà. Moi, je pratique beaucoup de ados et ils restent devant la télé. Voilà, donc on perd... regarde Arte, des émissions sur l'environnement. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, les gens, en plus... l'outdoor, hein, il y a des belles images de liberté, tout ça. Donc,
Vous parlez d'un règlement, même dans un espace naturel, on gère des espaces naturels à la métropole, il y a un règlement, mais les gens, ils ne savent même pas qu'il y a un règlement, et ils veulent même pas en entendre parler, des fois, qu'il y a un règlement, parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. On gère une base de baignade, des fois, on rappelle juste aux parents qu'il faut surveiller l'enfant pour aller nager. Les maîtres nageurs se font jeter. Donc, voilà, l'éducation, alors effectivement, il y a l'encadrement et je pense qu'il faut vraiment inciter les gens à aller en club ou avec les AEM ou avec MBF ou des encadrants. Mais voilà, je ne sais pas si on a le pourcentage de personnes que l'on touche encadrées. Il y a les manifestations aussi. Je sais que nous, on organise, ça s'appelle des métro-rondos, peu importe, en tout cas 2 fois par an. On organise des randonnées gratuites et là, les gens viennent, ils sont prêts à écouter un message. Ou quand il y a des manifestations de trail ou T4M ou autres, là, on peut faire passer des messages. On l'a dit aussi hier par des banderoles, par des choses comme ça. Voilà. Après, l'usager lambda qui, le dimanche, veut faire sa balade, comment on le touche et on vient de faire une enquête de fréquentation là, sur le site du Charmenceau. C'est un site très, très connu autour de Grenoble, un spot... ça pose beaucoup de soucis aussi à l'ONF puisqu'on est en forêt d'exception. Et en interrogeant les personnes, on s'est rendu compte que plus de 62%, il me semble, connaissent le site ou sont venus sur ce site parce que ce sont des amis ou la famille qui ont dit qu'il fallait absolument aller là-bas, qui accompagnent même les amis ou la famille, ces gens-là. Et du coup, ces personnes-là ne vont pas lire un panneau puisqu'elles sont accompagnées par leur famille, par leurs amis qui connaissent très bien le site, qui eux-mêmes n'ont pas lu le panneau avant. Voilà, ce genre d'enquête où on pose des questions assez précises pour mieux connaître le public sont assez intéressantes. Après, ça ne donne pas les solutions, comment on va toucher ce public, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, communiquer, c'est bien, on sait qu'il faut communiquer, c'est pas si facile que ça, vous touchez pas les mêmes personnes, voilà, le smartphone, il passe pas partout, au col de porte ou au Vouillant, ça passe pas, des sites qui sont même pas à 10 km de Grenoble. Voilà, donc pas si évident que ça, quand même. Roland Dutel, vous n'êtes pas propriétaire, mais gestionnaire des forêts françaises avec l'ONF, très vaste. En fait, si, indirectement, on est propriétaire pour le compte de l'État des forêts domaniales, les forêts qui appartiennent à l'État. Et on est gestionnaire des forêts, des autres forêts publiques, les forêts communales, les forêts départementales. 15% de ces forêts françaises. Et vous avez un agent à chaque angle de la forêt pour expliquer « Bonjour, bienvenue chez nous ». Bien sûr. Oui, alors, pour revenir à la réalité foncière, ça c'est très important, ça. Et la maîtrise foncière, je pense que c'est la base quand même de la fréquentation, il faut le savoir. Et dans les forêts qu'on gère, l'accès est gratuit. C'était dit tout à l'heure. Mais je fais juste un petit parallèle avec des pays d'Amérique du Nord, où les musées sont gratuits, mais la nature est payante. Quand on va dans des parcs nationaux nord-américains, on paye l'entrée. Chez nous, c'est l'inverse. La nature est gratuite, mais quand même, malgré que ça a un coût en termes d'entretien et de gestion, cette nature est gratuite pour l'usager lambda. Par contre, les musées sont souvent payants. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et après, donc, ça pose la question de la gestion de ces flux. Donc nous, bien sûr, nos forêts, toujours par opposition au modèle anglo-saxon, elles sont multifonctionnelles. Ça veut dire que sur le même espace, on accueille plusieurs fonctions. La fonction récréative, mais aussi d'autres fonctions de production de bois, de protection de la biodiversité, de préservation de la biodiversité. C'est un petit challenge qu'on doit relever en lien avec les partenaires pour que toutes ces fonctions soient assumées au sein des mêmes massifs. Donc ça veut dire qu'il faut des moyens, et il faut des hommes, et il faut des gestionnaires, complètement. On a beaucoup parlé vous avez beaucoup parlé de manque d'information, le manque de connaissance des milieux quand on y est. Alors c'est un peu loin dans ma mémoire, mais quand on était à l'école, il y avait de l'éducation civique pour nous apprendre à vivre en collectivité. On nous a appris à un moment ce qu'était un passage piéton, je crois que c'est à l'école qu'on apprend ça, des feux rouges. Après, on va nous apprendre à conduire pour se déplacer en mobilité. Et finalement, à l'école, à aucun moment, on nous apprend à vivre dans la nature. Or, pourtant, c'est un milieu, plus de la majorité de l'espace terrestre, c'est un milieu naturel. Oui, alors le public
le public des jeunes, le public scolaire est pour nous fondamental. Fondamental, c'est pour ça qu'on développe avec les partenaires, avec l'éducation nationale, un certain nombre d'outils, parce qu'on est des techniciens, nous. On est des techniciens, donc notre rôle, c'est d'anticiper la demande sociale, d'y répondre avec des outils. Donc nous, en tant que gestionnaires, et en tant que, je dirais, structure ayant une grosse culture technique, nous, on répond à la demande très souvent par des solutions techniques. Et c'est un peu notre limite, quelque part. C'est-à-dire que nous, on a des formations techniques, mais on n'a pas des formations aux sciences molles. Donc là, je lance un petit appel aux partenaires, c'est que nous, on a besoin de relais, on a besoin de soutien, d'apport, de compétences, notamment sociologiques, pour nous aider à mieux gérer, à mieux appréhender l'accueil des visiteurs. Voilà, petite parenthèse. Donc on développe des outils comme par exemple des outils qui s'appellent les espaces pédagogiques forestiers, où on travaille avec l'éducation nationale pour bâtir ensemble des lieux où on accueille les scolaires en toute autonomie, donc très facilement. Donc on en a plusieurs existants, dont un qui est en cours par exemple dans la forêt des Coulmes, dans l'Isère. Donc ça fait partie de notre action. En lien avec les écoles. Toutes les forêts communales aussi, on a un super relais forêt communale, parce que sur les 36 000 communes françaises, on en gère un tiers. Donc ça veut dire que là, on peut avoir un super relais, on travaille avec ces communes pour faire des sorties en forêt, pour que les gestionnaires locaux fassent des sorties en forêt pour les classes, par exemple. Jean-François Jobert, vous vouliez rebondir ? Je vais essayer de donner 2 exemples. Donc nous, on travaille avec convention avec les 2 parcs nationaux de la région, Vanoise et Écrin, et puis avec les 10 parcs naturels régionaux. L'espace parc dans la région, c'est 27% du territoire régional, donc voilà, c'est important. Et en fait, effectivement, on travaille avec eux sur plein de sujets, sur de la formation, je vous passe les détails. Et sur l'aspect communication, on sait qu'il faut qu'on voit avec eux comment, dans notre communication, nous, il y ait des éléments pédagogiques vis-à-vis du public qui va venir. Donc c'est pas facile de résumer, alors, je ne sais pas si c'est un slogan, c'est pas le bon terme, mais de résumer une façon d'être et de vivre dans la nature et dans ces espaces qui sont gérés, protégés, etc. Donc ça, on réfléchit à ça en ce moment. Donc on va inclure ces éléments-là dans la communication. Et un autre exemple, on lance en ce moment, on l'a fait lundi de manière officielle, une application une web application qui s'appelle Partir ici. Je vais la faire courte, c'est on recense des offres de loisirs ou de prestations touristiques qui respectent les 3 piliers du développement durable, économie, sociale et puis environnementale. Et en fait, il y a un engagement de la part de ceux qui accueillent, mais on va aussi rédiger une charte de ceux qui vont venir sur ces éléments-là. Et vous dire, ok, je vais venir pratiquer cette activité, réservée à tel endroit pour telle offre touristique. Et en fait, je m'engage et on est en train de lister ces choses-là. Donc c'est aussi une vertu pédagogique vis-à-vis de celui qui va vouloir pratiquer, avec des éléments à respecter. Voilà, c'est juste 2 exemples qu'on essaye de faire. C'est pas facile, mais en tout cas, on a bien ça en tête et de pouvoir le faire. Merci. Julien ? Oui, en fait, il faut aussi savoir être opportuniste. Le regain d'intérêt pour les espaces naturels suite au Covid, au confinement, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est une véritable chance en fait pour tous les acteurs d'avoir spontanément, sans campagne de publicité, des gens qui viennent, qui reviennent, qui redécouvrent et qui vont aimer la nature, qui vont aimer ces espaces naturels. Et ces espaces, ces lieux, en tout cas, ces hotspots, en tout cas, qui attirent, ces spots de proximité, qui attirent énormément de personnes parce qu'ils sont accessibles facilement en voiture, un parking pas trop loin, 20 minutes, une demi-heure de marche. Autour de Grenoble, on les connaît, dans le Vercors, les crêtes de la Molière, le lac Achard, sur Champs-Rousse. Il y a quand même maintenant une connaissance, je dirais, de plus en plus fine des lieux à enjeu. Et sur ces lieux-là, et d'ailleurs je crois que c'est fait notamment l'hiver avec le département de l'Isère en tout cas, c'est une chance formidable pour effectivement rencontrer ces pratiquants. Alors ces nouveaux pratiquants, peu importe les termes qu'on peut choisir, mais en tout cas il y a des vrais enjeux sur la culture, effectivement sur les codes, des comportements qu'on doit avoir dans les espaces naturels. Ces codes-là, ils étaient transmis, j'ai envie de dire, assez naturellement jusqu'à présent, en famille. Voilà, on a tous été initiés. Et voilà. Mais il y a une rupture maintenant. La société moderne font que cette transmission qui était un peu automatique, qui est remplie de bon sens, hein, c'est pas des codes, c'est juste du bon sens, de la politesse, hein, dire bonjour, merci. On est franchement sur des basiques. Eh bien, ces codes-là, on a quand même l'occasion d'acculturer
je dirais, ces pratiquants, qui vont avoir besoin, ces visiteurs qui vont avoir besoin effectivement de connaissances et qu'on les aide. Et c'est pour ça qu'on a quand même certaines politiques ou certaines réactions qui sont complètement contradictoires. On entend des fois, effectivement, on a des réactions assez vives, hein, localement, dans la ruralité. On oppose de plus en plus la ruralité aux néo-ruraux, aux urbains qui viennent envahir. C'est des termes qu'on peut entendre, effectivement. Mais là, on fait complètement fausse route, quoi. Il ne faut pas du tout opposer ces publics-là. Et donc, la question, finalement, c'est le vivre ensemble aussi. La nature, se vivre ensemble, et ben, effectivement, il y a des enjeux. Et ces enjeux, économiquement parlant, ils restent accessibles. Par rapport à d'autres infrastructures, les piscines, les terrains de foot, les gymnases, eh ben oui, les sports de nature, ça coûtait 0 jusqu'à présent. Les sentiers, c'est un héritage, ils sont là. Effectivement, je dirais que les gens sont assez autonomes dans leur pratique, mais donc, si on veut effectivement faire mieux, et notamment aussi par rapport à des enjeux de protection de l'environnement, de la biodiversité, hein, il ne faut pas non plus l'oublier. Si on a des bons comportements, c'est largement compatible, mais effectivement, les mauvais comportements, les incivilités, mais comme dans notre société moderne, comme en ville, font du tort, et c'est là-dessus qu'on doit vraiment mettre le paquet. On doit avoir une politique, à mon avis, ciblée. De nos jours, on en est capable, en tout cas. Oui, je voulais juste témoigner sur les scolaires, hein, puisque les scolaires, notamment au collège, doivent faire maintenant de la course d'orientation. Enfin, c'est pas nouveau, mais juste pour dire que c'est pas si simple que ça non plus. Hein. Donc nous, on a plusieurs sites comme le Bois Français ou les Vouillants ou de Bedou, et souvent, donc les professeurs nous préviennent pas forcément, peu importe, mais donc ils vont sur ces sites. Ils peuvent se trouver nez à nez avec un chasseur ou avec un patou, hein, parce qu'il y a un troupeau à côté. Et ils viennent catastropher auprès de nous en disant mais comment ça se fait, vous nous avez pas dit qu'il y avait un patou, bon, vous nous avez pas dit que vous faisiez de la course d'orientation, donc voilà. Et du coup voilà, le monde scolaire, enfin à juste titre, veut aussi pratiquer en sécurité, hein, c'est comme voilà, que les enfants soient en sécurité. Et donc il faudrait aussi que quand ils viennent faire de la course d'orientation, en gros ils soient tout seuls sur ce site. Et donc voilà, faut peut-être dire aussi aux profs que ils ne sont pas tout seuls sur ce site, qu'effectivement il peut y avoir un troupeau avec un patou, il peut y avoir un chasseur donc qui fait que passer, hein, parce que la chasse est bien en haut. Et voilà, je pense qu'il y a aussi un petit peu des fois à rappeler qu'effectivement les profs peuvent aller en liberté dans certains espaces, mais que ils peuvent aussi peut-être prévenir de temps en temps, et en tout cas ne pas être surpris ou s'adapter quand ils rencontrent une situation où des vététistes qui passent à côté d'un groupe, oui, ça se peut, et il n'y aura pas plus d'accidents que ça. Mais voilà, je pense que dans le côté éducation, il y a peut-être quelque chose aussi à faire pour que voilà, ça se passe bien, et notamment la course d'orientation, où pour le coup, ils sont vraiment en pleine nature, plus sur les sentiers, plus dans un cadre rassurant. Mais justement, vous parlez de cohabitation. L'essence même des activités de pleine nature, c'est un petit peu de se retrouver seul face à la nature. Or, vous l'évoquez, quasiment systématiquement, on va être au contact d'animaux, de contraintes réglementaires ou de, on va dire, de bienséance vis-à-vis de la nature qui nous accueille, ou au contact d'autres pratiquants. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un risque, ou comment éviter le risque de conflit entre des gens qui viennent chercher la pleine nature absolue et en même temps des personnes qui viennent juste profiter d'espaces naturels pour simplement randonner ou pratiquer des activités outdoor? Oui, donc ça passe déjà par la connaissance. Donc on a eu hier des outils extrêmement intéressants pour connaître, pour bâtir une stratégie, il faut maîtriser l'état des lieux. Ça, c'est la base. Donc pour bâtir une stratégie par rapport à l'accueil public, par rapport à la fréquentation, il faut savoir ce qui se passe. Et on en a des outils maintenant performants. On a vu Outdoor Vision hier qui est assez extraordinaire, je trouve, qui est vraiment l'outil de demain pour mieux connaître la fréquentation dans nos sites, dans nos espaces. Et à partir de là, il faut travailler sur des schémas d'accueil de cette fréquentation, ce qui est peu le cas encore. Des schémas d'accueil à l'échelle de massifs forestiers, il y en a très peu. En Isère, j'en connais 2 actuellement, enfin à notre niveau.
Les espaces comme les ENS en ont à leur niveau, hein, mais très ponctuels, mais à l'échelle de massifs un peu plus larges, ça n'existe pas pour l'instant. Donc ça, c'est une réflexion qu'il faudra qu'on ait pour zoner cet accueil. Où est-ce qu'on réserve ce qu'on appelle, nous, des cœurs de massifs, où il ne faut pas aller parce qu'il y a des enjeux environnementaux forts à respecter. Où est-ce qu'on peut massifier l'accueil ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent simplement se ressourcer en forêt sans forcément faire des kilomètres de trail, mais qui viennent juste s'aérer, être bien, pique-niquer. Donc ces gens-là aussi doivent être accueillis. Par contre, ils demandent des aménagements supplémentaires par rapport aux trailers, aux vététistes. Donc où est-ce qu'on fait ces portes, ce qu'on appelle nous des portes d'entrée forêt, et pour accueillir aussi tous les autres utilisateurs, parce que le principe de base de l'accueil, c'est accueillir, informer, révéler. Donc il faut déjà accueillir. Accueillir, ça veut dire qu'il faut des équipements. Comme en ville, hein, il faut des parkings. Tout simplement, c'est la base, mais il faut des parkings. Il faut des éléments de commodité, de confort. Je pense aux toilettes. Combien de toilettes en espace naturel en Isère ? On peut les compter assez facilement. Donc, ce qui fait que nous, on retrouve un peu partout aux abords des sites du papier blanc. Voilà, donc ça, c'est la base. Hein. C'est la base, c'est même une question sanitaire, quelque part. C'est même une question sanitaire. Moi, j'ai travaillé à La Réunion, ça posait des gros problèmes avec le développement des rats, notamment dans ces sites périphériques d'accueil. Et peut-être qu'on va y arriver, nous, ici, avec la massification. Voilà. Et puis après, il y a d'autres zones qu'on peut réserver à un public qui va un peu plus loin, pour faire son activité, et où on doit aussi l'accueillir. On doit aussi garantir sa sécurité. Vous savez qu'avec les phénomènes du changement climatique, on a une recrudescence des phénomènes d'éboulement, de ravinement, etc., notamment en montagne. Donc là aussi, si on a des randonneurs qui viennent, il faut que la sécurité soit assurée à minima. La loi le dit, ça. Vous pouvez ouvrir vos forêts, mais il faut quand même que la sécurité soit à minima assurée. Voilà. Julien, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur ce besoin de garantir la sécurité ? C'est la responsabilité de chacun, donc ? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, il faut qu'elle s'arrête aussi à un moment ou l'autre, cette responsabilité. C'est-à-dire que le milieu naturel, c'est pas un milieu normé, c'est pas un milieu aseptisé. Et personnellement, je ne sais pas si c'est souhaitable d'aller dans cette direction. Donc, il y a un moment ou l'autre, il faut aussi accepter les choses. Quand on parle de confort, quand il y a beaucoup de monde, les espaces naturels sont moins sympas, c'est une réalité. Mais en même temps, à un moment ou l'autre, la collectivité, les gestionnaires n'y peuvent rien. Je veux dire, le 15 août, c'est pas le meilleur moment pour aller sur les plages en Méditerranée. Et s'il y a plein de monde, c'est un problème d'usager au bout d'un moment. C'est comme ça. Et tant pis, on ne peut pas avoir une réponse, on ne doit pas chercher une réponse forcément à tout. C'est bien je dirais les excès, et les excès qui ont un impact, notamment un impact, les mauvais comportements. Les mauvais comportements, là-dessus, on doit avoir effectivement voilà, je ne vais pas faire de parallèle avec le code de la route ou l'automobilisme, mais on a des politiques ciblées. On cherche effectivement, un moment ou l'autre, à mettre des règles, et ceux qui sortent des règles, qu'effectivement il puisse avoir des actions dessus, c'est normal, mais il ne faut pas pénaliser l'ensemble de la communauté pour quelques mauvais comportements, quoi. Donc la liberté, effectivement, il y a des concepts quand même qui doivent... il y a un modèle français qu'on doit aussi, à mon avis, défendre. On regarde beaucoup ce qui se fait à l'étranger. On peut prendre les exemples effectivement de l'Amérique du Nord, où on a une logique d'accueil effectivement très structurée, autofinancée aussi, avec des moyens. Voilà. Après, il faut voir qu'on peut aussi visiter le Grand Canyon en voiture, hein. Donc, ou les parcs nationaux en restant assis. Voilà, toute la journée, tout est goudronné et tout. Mais on a aussi d'autres modèles, hein, comme le modèle de l'Europe du Nord ou de l'Écosse, avec Freedom to Roam, par exemple. Ce concept où il n'y a plus de propriété privée. À mon sens, la France doit chercher sa propre voie aussi, en s'inspirant, je dirais, des bonnes choses qu'on peut voir à droite, à gauche, hein. Il ne faut pas opposer les modèles. Mais il y a quand même des concepts...
des concepts intéressants aussi à regarder à l'étranger et qui peuvent améliorer encore, je dirais, notre modèle. Oui, peut-être deux réactions. Concernant l'aménagement, effectivement, il faut un aménagement minimum, hein, donc un parking, un point d'eau, une toilette. Après, jusqu'où on va, hein, on pourra faire des parkings de supermarchés en haut du Char-Monson. Mais voilà, pour 2-3 dimanches de saturation, hein, c'est ce qu'on a dit. Hein, enfin, nous, on a quand même beaucoup de recul là-dessus. La surfréquentation, elle est quand même ponctuelle sur certains sites. Moi, je pense qu'il faut aménager un minimum de parking, mais on ne va pas mettre du bitume partout sur la montagne et donc être raisonnable. Et quand le site est plein, il est plein. Quand vous allez au cinéma, qu'il y a 30 places, il y a 30 places, il n'y en a pas 32. Donc, il faut plutôt, et certains sites le font, hein, où ils mettent une barrière quand le parking est plein. À la base de baignade du Bois Français, on a dû recourir aussi à un système de baignade, puisque les gens n'arrivaient plus à se garer. Et quand vous avez 3000 personnes dans une base de baignade, il y a des problèmes de sécurité ou autres. Je pense qu'il faut accepter, il faut faire accepter qu'un site puisse être fermé parce qu'il est plein. Hein, dans certains parcs nationaux, ils le font également sur certains sites très, très ponctuels. Et ça, c'est comment on le fait passer, parce que, encore une fois, les gens, autant si le cinéma est plein, ils le comprennent bien, autant dans la nature, ça va être plus compliqué à faire passer. Et sur les responsabilités, effectivement, nous, on est gestionnaires, hein, on a une obligation de moyens, pas de résultats, heureusement, on est dans le milieu naturel, il peut y avoir des chutes d'arbres, des chutes de pierres, etc. Malgré tout, donc nous, on fait le maximum pour que les gens soient en sécurité, mais il y a beaucoup d'aléas. Cela dit, les gens portent de plus en plus plainte, hein, pour la moindre chose. Vous avez un trou dans un sentier, ils vont venir porter plainte auprès de la métropole, alors que vous êtes à 800 mètres d'altitude, ou un câble qui est pas... où il y a une petite égratignure sur un câble. En plus, on a du vandalisme, hein, donc comment on gère tout ça ? Donc, effectivement, les gens n'ont pas perdent l'habitude aussi, qu'ils sont responsables, en milieu naturel, ils portent plainte, mais pour tout et n'importe quoi. Contre l'ONF parce qu'il va y avoir un chantier, contre un bateau parce qu'il est sorti de son enclos, le gestionnaire parce qu'il n'a pas coupé une branche sèche. Et ça, c'est très très compliqué. Bonsoir. Gérer des espaces naturels, on sait faire. Voilà. Mes collègues, mes deux collègues font ça à longueur d'année. Ce qui est compliqué, c'est que si on n'intervient pas, on génère des conflits d'usage. Alors, on parle en ce moment, il y a le reportage à télé, pour les vététistes, les barres pleines de clous, alors on ne sait pas qui les met, le paysan du coin, le chasseur, etc. Donc si on ne gère pas ça, et si on n'oriente pas les flux, et si on ne les gère pas, on risque de générer des conflits d'usage. Je comprends l'idée de Julien, et je la partage, mais dans les faits, il y a des lieux où on va être obligé d'agir, parce que sinon, on va générer des choses qui vont être bien plus graves, y compris de façon humaine, que si on n'intervient pas. Donc ça, c'est compliqué. Ensuite, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que finalement, les flux, alors les gens qui viennent pour un séjour, une activité, donc un séjour touristique, ils sont faciles à orienter plutôt, parce qu'ils ne sont pas du coin. Ce qui est plus difficile à gérer, c'est peut-être politiquement incorrect, mais c'est les habitants, parce que c'est leur jardin, ils sont chez eux, grosso modo. Donc c'est plutôt ça qui est difficile à gérer, plutôt que les flux touristiques. Mais comment on gère un espace libre et gratuit ? C'est un espace libre et gratuit. C'est bien la difficulté. Ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a déjà les outils, il y a les sentiers. Il ne faut quand même pas oublier que la vocation principale des sentiers, c'est concentrer les flux. Tout simplement, c'est les voies de circulation. Et quand on reste sur les sentiers, l'impact sur la faune ou sur la flore, il est forcément minime. Puisque sur le sentier, il n'y a rien qui pousse. C'est normal, hein. C'est le sillon qui a été, on va dire, artificialisé, souvent de manière très naturelle, hein, sans aménagement lourd, sans matériaux extérieurs, puisque c'est par le simple passage. Alors l'origine des sentiers, c'est un vaste débat, on ne va pas le faire aujourd'hui. Hein. Voilà. Mais donc, il y a des concepts très simples, rester sur le sentier. Par contre, on a peut-être besoin, à certains endroits, d'avoir peut-être des sentiers un peu plus calibrés, ou un peu plus de sentiers pour aussi disséminer, je dirais, les pratiquants. Tout ça avec discernement aussi, évidemment, qu'on doit aussi réfléchir aux impacts que ça peut avoir sur la biodiversité, mais aussi en les mesurant et sans non plus en faire... l'impact des sports de nature, elle est epsilon, en fait. Si on regarde tous les
toutes les données, je dirais toutes les informations qu'on a en ce moment sur le réchauffement climatique, sur les rapports du GIEC, tout ça, enfin bref, on baigne dedans. On voit bien que les enjeux, ils ne sont pas du tout au niveau des sports de nature. Ça n'existe même pas. Quand on parle avec des écologues, mais ils sont presque morts de rire, quoi, quand on voit certaines situations où comment les sports de nature peuvent être à certains moments pointés du doigt. Voilà, on est aussi des fois dans la symbolique, dans l'émotion, quoi. Jean-François voulait intervenir. J'avais levé le doigt, non. J'avais vu en Angleterre, on prenait l'exemple tout à l'heure d'Europe du Nord. En Angleterre, sur les sentiers de randonnée, ils ont un système de jachère. Alors pas partout, National Trust fait ça très bien. C'est-à-dire qu'un sentier est ouvert pendant 3 ans, donc on concentre les flux. Et après, pendant 6 ans, il se repose, on le réhabilite en fait. Alors c'est pas faisable partout. Quand vous avez une pente comme ça et que vous passez entre deux, voilà, vous êtes dans un vallon, c'est plus difficile. N'empêche qu'il y a des techniques qui existent. Où on peut à la fois gérer les flux et à la fois disséminer. Voilà, et on laisse reposer pendant 6 ans. Vous avez compris le principe du sentier. Et voilà, c'est des choses qui sont. Si on peut le faire, on peut le faire. Voilà. Oui, juste pour revenir sur l'impact des sports de nature, effectivement, en pratique individuelle, il est epsilon. Sauf peut-être avec des outils qui développent, je pense au bâton, par exemple, qui peut qui accentue un petit peu la pression. Juste une petite parenthèse. Après, c'est la massification qui peut poser question. C'est les événements. C'est les courses. C'est des courses qui rassemblent beaucoup de monde, on va beaucoup en parler cet après-midi, je pense, qui sont extrêmement intéressantes parce que pour toucher le public individuel, le pratiquant individuel est très difficile à toucher, on est bien d'accord. Et donc, il faut qu'on travaille avec les fédérations, avec les associations, et ces événements, ces courses, ces rassemblements sont l'occasion peut-être de travailler ensemble pour acculturer, ça a été dit tout à l'heure, les pratiquants à certains codes et au respect, bien sûr, de l'environnement, des espaces naturels. Donc je pense que ça peut être une occasion à saisir pour porter des messages. Voilà. Ça n'est pas, très souvent, ça n'est pas que de l'impact négatif sur l'espace naturel, mais qu'il faut gérer quand même cet espace. Il faut le gérer à l'instant T de la course. Oui, je contribue à ça. C'est vraiment la masse aussi, c'est-à-dire que nous, avec les VTT ou les trailers, c'est pas un club qui va passer, mais c'est la répétition. Et par exemple, les trailers, il faudrait enlever les chronos surtout. Faudrait plus avoir de montre ni rien, parce que nous, ce qui est très dommageable pour les sentiers, c'est ceux qui jouent la montre, et qui veulent faire des chronos. À Grenoble, tous les soirs, vous pouvez faire une verticale. Chronométré, chacun met sur les réseaux sociaux son temps, et donc les gens coupent les sentiers, coupent avec les bâtons, les trailers nous coupent tous les lacets. Alors un trailer, 2 trailers qui coupent le lacet, il n'y a aucun souci. Quand ça devient une pratique, du coup, il y a le sillon qui se fait, et après, voilà, vous avez de l'érosion, etc. En VTT, c'est pareil. À Grenoble, il y a des descentes, il y a des chronos Champs-Rousse, Saint-Nizier, chronométrés. Et ça, c'est juste l'enfer, parce que donc ils sont prêts à passer n'importe où, j'allais dire presque n'importe comment, pour le chrono uniquement. Et ça crée des sentiers. Là, du coup, on disait, il y a quand même 865 km rien que de sentiers balisés, sans parler des autres, sur les 49 communes. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Mais ce genre de pratique est vraiment désastreuse pour le milieu naturel. Et là, pour le coup, il y a vraiment des impacts. Ce que vous m'expliquez là me fait penser à quelque chose. On a inventé un moyen de mobilité exceptionnel voué à disparaître, qui est la voiture. Ensuite, on a structuré un réseau avec des routes, des autoroutes plus ou moins larges. Ensuite, on a informé sur les dangers de la survitesse. Ensuite, on a mis des panneaux de signalisation. Et ensuite, on a été répressif, on a mis des radars. Ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on devienne répressif maintenant, parce qu'on a les sentiers, on a la structuration des réseaux peu ou prou, puisqu'on essaie de canaliser les gens. Ils n'arrivent a priori pas à se canaliser au travers des réseaux. Est-ce qu'il faut qu'on devienne répressif ? Et si oui, comment ? Là, c'est la connaissance qui doit nous guider. Tout simplement. Il faut comprendre que pour l'automobile, les années 70-80, je vais peut-être me tromper sur le chiffre, mais c'était plus de 35 000 morts. Je crois qu'on est à 3500. Désolé, je me retourne. Je travaille pas à la sécurité routière. On n'a pas invité le ministère de la Sécurité routière. Je cherche de l'approbation quelque part, oui, mais je crois que c'était... Désolé. Je crois que c'était... Voilà. Et donc, il y avait effectivement des enjeux.
Et quand on a quand même attendu d'avoir 35 000 morts. Et puis à l'époque, voilà, il y avait aussi d'autres, l'alcool au volant, tout ça. Enfin voilà, les sports de nature. Si on parle de sécurité entre les usages, il peut y avoir des sentiments effectivement de gêne. Ça c'est indéniable. Le vivre ensemble, de toute façon, dès qu'on partage un espace, voilà. Mais par contre, il n'y a pas d'accident. Mais il nous faut des morts alors. Mais non, c'est pas qu'il faut des morts, c'est qu'il ne faut pas inventer des problèmes. C'est tout ce qu'on dit. Ne créons pas des problèmes là où il n'y en a pas, tout simplement. Mais on aime bien en France. Voilà, merci. Juste, sans parler de mort, au niveau de la répression, c'est le sujet, la répression. Ça fait partie de notre arsenal de gestionnaires. Nous, on est assermentés, on peut dresser des PV, on en dresse très 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 peu. Quasiment pas. Par contre, il y a des comportements, il y a des usages qui peuvent être extrêmement dangereux. Je pense au feu, par exemple. Au feu, on l'a très vu avec le déconfinement. On a eu une recrudescence des feux de camp à l'ancienne dans nos forêts, dans nos espaces. Donc comment on gère ça ? On fait de l'information, de la sensibilisation. On développe aussi, et ça c'est très récent aussi, si on constate sur un site une pratique avérée de feu de camp, soit on réprimande, on est très dur, soit on essaye de trouver des alternatives, et je pense qu'on peut aussi aménager des places à feu. C'est ce qu'on a créé sur certaines forêts où on a conforté l'usage pour ces places à feu. Par contre, si des feux se développent à côté, il faudra passer par une phase répressive. Quand il y a trop de problèmes, il faut arriver là. On est quand même obligé. Mais nous, notre politique, c'est quand même d'essayer d'accompagner les pratiques et d'informer avant de passer en répression. On est quand même un espace naturel, tout à fait. Hier et avant-hier, on avait nos sommets du tourisme, c'est pour ça qu'on n'était pas là hier, désolé. Et on a fait intervenir hier matin Marc Alévi, je ne sais pas si vous le connaissez, il est physicien, philosophe, ça existe, il l'est. Et en fait, il nous parlait les mots-clés de l'avenir du tourisme, et en fait, des gens, et en fait, il a utilisé plusieurs mots, et notamment le premier qu'il a utilisé, c'est frugalité. Et la frugalité, c'est-à-dire que voilà, on part sur un principe de valeur, et en fait, dès qu'on fait quelque chose, on consomme un peu l'espace naturel, etc. Quand on passe dans un sentier, on le consomme un petit peu parce qu'il y a de l'érosion, etc. Donc en fait, il y a un message un peu global de dire, voilà, tout ça n'est pas open bar, et il faut aussi faire attention. Et ce principe de frugalité, je pense qu'il va revenir de plus en plus dans les têtes de chacun, et ça fera partie de notre façon de vivre demain. Et les jeunes générations, et c'est bien qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est elles qui vont avoir ces éléments finalement en tête. Ça sera partie du cahier des charges de la façon de vivre ensemble. Et cette frugalité, je pense qu'elle est aussi importante pour les espaces naturels. Et si on arrive à la consommer, entre guillemets, c'est un mauvais terme, comme ça, peut-être qu'on résoudra aussi pas mal de problèmes. Merci. Je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a des questions aussi de votre côté ? Aymeric, je peux vous laisser piquer un micro à un de nos intervenants. Et il y a 2 questions juste là-haut. Il y avait Michael. Il y a 3 questions, elles sont au même endroit. Vous avez de la chance, vous ne ferez pas trop de sport ce matin. Il fait honneur aux dames. Donc du coup, bonjour, je m'appelle Aurène Genfi. Je travaille comme chargée de mission en éducation, l'environnement et sport de nature pour le parc national de la Vanoise. Donc je me sens particulièrement concernée par le sujet. J'ai pas forcément une question, mais je voulais plutôt un peu compléter les interventions et amender aussi dans le sens de certaines choses qui ont été dites. En gros, faut-il promouvoir les sports de nature ? C'est la question qui est lancée. Pour moi, oui, il faut promouvoir les sports de nature, bien que je travaille dans l'environnement et que je souhaite le protéger. C'est pas le touriste, comme vous l'avez dit, qui va avoir un impact sur l'environnement, bien que quand on crée des parkings, les gens se garent en dehors des parkings quand c'est plein. Quand on prévoit des aires de bivouac ou qu'on interdit le bivouac, de toute façon, les refuges sont complets et les gens vont quand même bivouaquer, donc c'est des problématiques qu'on a à gérer. Néanmoins, promouvoir les sports de nature, pour moi, c'est plus éduquer au sport de nature et éduquer à la nature, et notamment pour les personnes et sportifs qui se sentent déjà acculturés. Et parfois, c'est pas du tout le cas quand on a du freeriding ou ce genre de choses. Sur des sites d'escalade, quand on a de la perturbation sur des rapaces en zone de nidification, je pense aux tétraliers ou autre chose, c'est là où vraiment les sports vont provoquer un impact sur la nature, et je pense que c'est vraiment là où on doit intervenir dans nos zones cœur, que ce soit le cas sur les parcs nationaux ou que ce soit le cas pour l'ONF.
On accepte d'avoir une zone, on va dire, dégradée par la masse. Par contre, on ne peut pas accepter d'avoir des dégradations dans le cœur de nos espaces naturels, là où on va faire des suivis scientifiques de protection de l'environnement. Et du coup, je rebondis aussi sur ce que j'ai entendu par rapport au fait de la répression. Et on est toujours en répression face aux sportifs, et ce n'est pas les sportifs qui créent de la perturbation, qui créent de l'impact. Il y a le GIEC dans tout ça. Enfin, voilà, j'ai bien entendu les remarques de Julien. Néanmoins, je pense qu'il faut garder à l'esprit que la nature, c'est aussi notre environnement, et que pour nous, quand il y a un gypaète qui décède, quand il y a un chamois qui déroche, ce genre de choses, parce qu'il y a eu perturbation, parce qu'il y a eu survol de parapentistes ou autre chose, bah pour nous, c'est aussi... voilà, on dit il n'y a pas de mort. Si, il y a des morts, ils ne sont juste pas humains. Voilà, c'est des visions qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte, que nous-mêmes, on fait partie de l'environnement, et il ne faut pas dissocier ces cultures qu'on peut avoir de il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'humains qui sont morts. Enfin, voilà, c'est un peu en contradiction avec notre esprit de parc national, en gros. Mais je parle que pour ma paroisse, en tout cas. Je propose qu'on prenne aussi les autres questions. Il y a Mickaël, voilà. Oui, bonjour. Mickaël Frottier, je suis rédacteur en chef du magazine Montagne Leader. Là, nous, on est plus dans l'aménagement montagne habituellement, mais c'est très intéressant tout ce que j'entends aujourd'hui, notamment sur le volet communication. Les uns, les autres, vous avez développé des outils et des voies de communication justement pour acculturer. Moi, j'ai l'impression, de ce que je comprends, vous vous adressez beaucoup à des pratiquants ou à des gens qui ont fait la démarche de vouloir devenir pratiquants, donc qui sont presque déjà un petit peu acculturés. Je ne pense pas que ce soit eux qui fassent les plus gros dégâts sur la nature. Je me demandais si éventuellement il n'y avait pas un rôle dans la question de promouvoir les sports de nature. On connaît des enseignes qui font la promotion des sports de nature, pour ne pas la nommer Decathlon par exemple, dont c'est vraiment le credo. Est-ce qu'éventuellement il vous est passé par l'esprit de passer une sensibilisation par ces gens-là, finalement d'avoir un livret un livret de montage de son VTT en 47 langues, c'est super sympa, mais peut-être qu'un tout petit feuillet qui explique les codes à respecter dans la nature, les premiers gestes en faveur de l'environnement, est-ce que ça ne serait pas plus utile ? Oui, vous avez complètement raison. C'est en termes de stratégie de communication, de plan de communication, il y a un axe distributeur qui n'est pas négligé. Ça se faisait avant, pour les anciens, quand on achetait des motos de cross, de trial, il y avait une petite notice par rapport à l'utilisation des espaces naturels. Et avec l'essor des VTT électriques, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment remettre au goût du jour. Vous avez tout à fait raison. On se remet à la triale. Voilà. Jean-François ? Vous avez sûrement raison, on essaie de travailler avec eux, avec Decathlon, on discute pas mal en ce moment. Donc c'est une bonne idée, on va essayer de voir si on peut faire ça aussi. En parallèle de mon exemple de jachère tout à l'heure, il y avait en Angleterre, il y avait alors le Decathlon anglais dont je ne me rappelle plus le nom. Dès lors il y a un partenariat entre, je ne sais plus si je crois que c'était les parcs naturels en Angleterre. Dès lors que vous achetiez une paire de chaussures de randonnée dans ce magasin-là, il y avait une partie, alors c'était un film, peut-être 1 livre ou 2 livres qui étaient reversés au parc naturel pour l'entretien des sentiers. C'était aussi un acte de communication. Donc c'est à la fois d'agir, c'est à la fois par l'exemple et à la fois en communication. Donc la communication. Je crois que j'ai une phrase en tête, c'est la communication sans fond ne reste que l'artifice. Il ne faut pas qu'il y ait que de l'artifice, il faut qu'il y ait un engagement pour pouvoir. Voilà. Okay. Oui, nous, la Mountain Bikers Foundation, on a la particularité d'être financé par le mécénat, par du coup, beaucoup de marques de vélos ou d'enseignes, notamment Decathlon et Rock Rider. Et effectivement, on travaille énormément sur ces thématiques-là. Il y a une prise de conscience vraiment de l'industrie. Il y a quand même un avant, un après. On sent quand même que ça commence à être mûr là. Et une vraie volonté d'avancer sur la question. Ils se sentent effectivement leur part de responsabilité. Ils sont prêts de plus en plus à la prendre. Après, comment c'est toujours là où c'est un peu plus compliqué. Une notice d'emploi à rajouter sur un vélo quand ils arrivent de carton des pays asiatiques, il faudra ouvrir tous les cartons, la mettre dedans. Enfin, il y a des problèmes techniques, mais rien d'insurmontable à ça. Par contre, ce qu'on note aussi, c'est que maintenant, on est en train de transcender un peu l'époque du greenwashing, où en gros, bref,
voyez ce que je voulais dire. Et il y a des attentes au niveau des équipes et des collaborateurs. Quand les marques soutiennent la Mountain Biker Foundation, elles nous demandent de plus en plus à ce qu'on vienne aussi dans leurs entreprises pour effectivement créer du lien. Et ils demandent aussi, enfin ils attendent en tout cas qu'il y ait une émulation au niveau de leurs salariés, de leurs équipes, pour que effectivement elles participent, que ce soit vraiment ça rentre dans la culture d'entreprise. Typiquement, nous, quand on fait des séminaires avec ces entreprises-là, eh ben, on prend la pelle et la pioche et on va entretenir des sentiers. Et ça fait tout. C'est du team building. On sert aussi la collectivité et la communauté. On est vraiment là pour apporter quelque chose. Et surtout, ça a du sens. C'est-à-dire que c'est pas juste, voilà, on donne de l'argent à une ONG et puis c'est super, quoi, on met un logo. Ça va beaucoup plus loin. Et j'ai envie de dire tant mieux. Et ça passe aussi par le renouvellement des mentalités. Je sais que les jeunes générations, ça matche tout de suite dès qu'on va sur ces thématiques-là. Merci Julien. Il y avait une autre question de Christophe. Je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les avoir, les questions, vu que le temps file. Oui, merci. Donc Christophe Reveret, consultant Versant Sud spécialisé en développement touristique outdoor. Ça rejoint la remarque de Michael. Les équipements. Ici, on a les gens qui font la promotion en disant venez chez moi. Et les équipementiers font la promotion en disant allez jouer dehors. Et avec des budgets qui rendent envieux beaucoup de territoires. Donc effectivement, je pense que ça, c'est un enjeu qui est extrêmement important. Et ça rejoint ce que disait Julien, les choses évoluent. Les marques ont des ambassadeurs qui attirent l'attention sur un certain nombre de points, que ce soit environnementaux, etc. Mais sur les comportements, peut-être pas assez. Voilà. Merci pour ce témoignage. Il y avait une question ici. Bonjour, Sébastien Garcia à La Plagne. Simplement, je voulais rebondir sur quelque chose qui a été dit en tout début, en tout cas des interventions, sur la manière dont les usagers de l'espace parfois percevaient mal les usages ancestraux ou ne comprenaient pas les usages ancestraux. Je pense que l'inverse est vrai aussi et que, en tout cas, sur ce volet-là, il est temps que les choses changent. Moi, j'ai eu plusieurs fois au cours des derniers étés des accidents de pratiquants qui se sont pris des fils de parc à vaches. Ou des incompréhensions effectivement aussi de pratiquants qui, après des exploitations forestières, alors qui sont souvent des exploitations forestières privées ou pilotées par des communes qui n'ont pas demandé la remise en état derrière, là où il y avait un beau petit sentier, retrouvent des grosses barrotières, comme on dit chez nous, qui font 4 mètres de large. Donc là aussi, il faut que la compréhension soit mutuelle et qu'on mette tout le monde autour de la table pour que ça change un petit peu des deux côtés. Enfin, juste une réflexion, j'ai l'impression que le tableau parfois est un peu noirci. Alors c'est bien justement effectivement qu'on prenne la mesure des choses dès maintenant et qu'on discute ensemble de comment accueillir mieux notre public qui va arriver, et notamment, moi je parle pour ma partie, mais en montagne. Il faut simplement se souvenir que sur les 2 étés précédents, celui-là et celui qu'on a passé l'année dernière, après le Covid, qu'on met dans les tableaux comme les meilleurs étés, ce sont des étés qui, en termes de fréquentation et en moyenne sur la montagne française, sont inférieurs au meilleur été qui était celui de 2003, qui lui-même était inférieur à des étés dont on n'a pas les chiffres, mais dans les années 90. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. Soit on veut accueillir plus de monde, et auquel cas, les problèmes qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas si importants que ça, ou du moins, il va falloir s'apprêter à en traiter d'autres. Soit effectivement on se met en mode de marche pour être prêt à accueillir la population sur nos espaces naturels et sur nos destinations. Merci beaucoup. Je suis désolé, je ne peux pas prendre plus de témoignages ou de questions au regard du temps qui file. Je voudrais simplement remercier nos 4 intervenants et avec l'appui de vos applaudissements.